Dominique Albertini, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes journaliste politique à Libération où vous suivez la droite et vous publiez aux éditions de l'Archipel Macron 2, Les secrets d'une réélection, un livre coécrit avec votre consoeur Charlotte Chaffanjon et imprimé dans les heures qui ont suivi l'annonce des résultats du second tour de la présidentielle. Qu'est-ce que cette double temporalité, tant long de l'enquête et tant court dimanche dernier, a eu comme implication dans votre travail d'écriture? Oui, c'était assez spécial, effectivement. Le livre a été imprimé dans la nuit du second tour. Nous n'avions à 20h dimanche dernier qu'à indiquer les résultats. Déjà, ça a été l'obligation d'envisager plusieurs scénarios, puisqu'on a été obligé de considérer l'hypothèse que tout le monde tenait pour la plus probable de la victoire de Macron. On a aussi dû réfléchir à l'idée que peut-être Marine Le Pen remporterait le second tour. Donc, par exemple, préparer différentes versions de l'introduction, de la conclusion. Le récit central, lui, qui est ce que Charlotte et moi avons vu de la campagne, n'aurait pas bougé dans un cas ou dans l'autre. Alors, ce livre, écrivez-vous, Dominique Albertini, est l'histoire d'une victoire et d'une défaite, d'un sursis et d'un trépas. Le sursis est permis par le nouveau rejet de l'extrême droite au second tour, même s'il fut moins massif qu'en 2017. Le trépas, c'est celui des Républicains que vous suiviez donc au quotidien pour Libération. Diriez-vous que cet effondrement des LR, qui suit d'ailleurs celui du PS, est de nature à remettre en cause d'ici à 5 ans le succès même limité du Front républicain ? C'est très compliqué, Front républicain. Je vois que même le mot commence à poser problème. On hésite à l'utiliser, à l'invoquer, à le réclamer des électeurs. Et puis, Front républicain, ça a impliqué qu'il y ait justement une masse d'électeurs prêts à se ranger derrière le candidat républicain face à l'extrême droite, jusqu'ici. Et on voit qu'aujourd'hui, ces réserves de voix, elles sont quand même très faibles, avec les deux grands partis traditionnels, PS et LR, ramenés à des étiages extrêmement bas. Et puis surtout, on constate que dans un parti comme LR, ça n'est plus une évidence. Il y a 5 ans, on appelait à voter contre Marine Le Pen, ça n'était pas pour Macron. Aujourd'hui, on dit qu'il faut ne pas donner une voix à Marine Le Pen, ce qui n'est pas forcément voter contre elle. Enfin, à chaque fois, on va un peu plus loin dans le refus d'appeler clairement à voter pour le candidat restant. Donc c'est vrai que cette logique, elle paraît ne plus aller de soi aujourd'hui. Alors le livre a été écrit au fil de l'eau en laissant ouverte, vous le disiez à chaque fois, l'issue de la campagne. Mais au fond, au vu du rapport de force, est-ce qu'une défaite d'Emmanuel Macron a été une hypothèse sérieuse à un moment de la campagne ? Je crois que oui. Je peux le dire à titre personnel. Moi, c'est une hypothèse que j'ai faite à la fin du second tour, où personnellement, je l'ai considéré comme un scénario possible, probable, et je pense que je n'ai pas été le seul à m'y préparer. Il y avait ce sentiment, alors on a compris après qu'il était fragile, mais ce sentiment que Marine Le Pen était très forte, Macron très rejeté, que cette fois-ci, ça ne passerait pas, quoi. Voilà. On s'est trompé, alors peut-être parce que Éric Zemmour, au premier tour, a pris sur lui énormément de choses qui après sont revenues sur Marine Le Pen au second. Peut-être aussi que Marine Le Pen au second n'a pas forcément très bien réussi certains éléments de campagne. Est-ce que le débat de l'entre-deux tours a eu un impact comme il y a 5 ans ? J'en suis pas convaincu. Je crois avoir lu des enquêtes qui montraient que, comme souvent les débats, en fait, chacun s'est convaincu de ce qu'il pensait au départ. Les partisans de Marine Le Pen sont restés chez elle. Donc ça conforte l'opinion précédente, le débat. Alors voilà, après, c'est vrai qu'on a vu il y a 5 ans un débat qui, sans doute, a eu un effet massif parce que Marine Le Pen l'avait complètement raté. Sur la forme, sur le fond, c'est pas la peine d'y revenir, on s'en rappelle. Cette fois-ci, le consensus, c'est de dire qu'elle l'a plutôt perdu. En revanche, elle n'a pas perdu de manière scandaleuse, ridicule, comme la dernière fois. Elle l'a perdu normalement, pourrions-nous dire. Et donc, finalement, chacun a trouvé de quoi conforter l'opinion avec laquelle il arrivait au départ. Dominique Albertini, vous suivez la droite depuis plusieurs années pour Libération. Dans le livre, vous soulignez la très grande fluidité du logiciel Macron, adepte de la triangulation. Est-ce que c'est un homme de droite ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il le sait lui-même ou si ça l'intéresse de se qualifier dans ces termes-là. Ce que Charlotte et moi racontons dans le livre, c'est qu'au cours du quinquennat, de plus en plus, il a eu des mots, des postures et une politique qui étaient ceux de la droite. Ça, c'est une évidence. On a vu que pendant la campagne, notamment à l'entre-deux-tours, entre les deux tours, il a plutôt essayé de s'adresser à la gauche. Donc, on pense que c'est un homme plastique. On pense que c'est un homme qui, en fonction de l'intérêt du moment, des circonstances, du public qui doit séduire, est prêt à tenir plutôt un discours ou plutôt un autre.
avec Macron, on sait toujours à peu près dire ce qu'il est aujourd'hui et on ne sait pas vraiment dire ce qu'il sera demain. Ça fait l'intérêt du personnage et ça est aussi une raison de la méfiance ou des réserves qu'il peut susciter. Vous avez suivi de très près la campagne de Valérie Pécresse, sortie vainqueur de la primaire. Elle n'est jamais parvenue à convaincre les électeurs de droite qu'elle défendait leurs idées, qu'elle pourrait défendre leurs idées mieux qu'Emmanuel Macron. Est-ce que c'était finalement le point faible structurel de cette candidature, ne pas avoir été capable de montrer ce qui l'a différencié du président ? Oui, alors cette candidature, c'est une accumulation de problèmes, de défauts qui ont fait qu'à la fin, ça n'a pas marché. Si vous le permettez, je vais séquencer ça en Ouais. trois blocs. Un problème de long terme qui dépasse largement le cas de Valérie Pécresse. Ça fait 10 ans qu'aux Républicains, ça ne va pas. Ça fait 10 ans que c'est un parti qui est centré sur sa vie interne, ses problèmes personnels, ses querelles d'ego, de leadership, de procédure. Donc ça, c'est le long terme. Pécresse en hérite. Elle hérite d'un parti qui, structurellement, est un peu malade. Sur le moyen terme, c'est-à-dire, disons, sur le quinquennat écoulé, il y a toute une série de problèmes dont elle n'est pas responsable ou pas la seule responsable. Il y a un introuvable leadership que le parti court derrière depuis des années sans arriver à l'identifier. Il y a des querelles de lignes de plus en plus évidentes entre des modérés, des radicaux. Et donc ça, elle arrive, elle récupère ça. Et après, sur le court terme, il y a sa campagne, dont nous écrivons qu'elle était une mauvaise campagne, une campagne ratée, parce qu'elle n'a jamais trouvé le bon moyen de délivrer son message. Elle n'a jamais réussi à imprimer quelques idées fortes dans l'opinion, parce que tout le monde a constaté, notamment au Zénith, qu'il y avait des problèmes dans l'expression, dans l'incarnation. Et donc, le moyen, le court et le long terme se sont conjugués pour donner le résultat qu'on a vu. Alors vous écrivez que Valérie Pécresse n'a jamais convaincu en interne, on la juge souvent hautaine, peu entraînante, monomaniaque parfois et même trop scolaire. Il pourrait tomber une bombe atomique sur Tel Aviv, elle vous demanderait si vous savez bien qu'elle a obtenu le remboursement du pass Navigo, c'est ce que vous rapporte un élu LR. Oui, absolument. Ça, c'est un mot que j'ai recueilli bien avant la campagne. Donc ça, c'est l'image de Valérie Pécresse, alors dont je commence par dire que les mots sont souvent excessifs, blessants, méchants. Ce sont les petites mesquineries qu'on s'envoie entre politiques. Elle a peut-être pas tort d'y voir du sexisme, hein, par ailleurs. Mais enfin, c'est l'image qu'elle a de quelqu'un qui est effectivement sans doute une bonne politique, avec beaucoup de talent, bien des qualités, sérieuse, appliquée, travailleuse, mais qui lui manque le grain de génie qui fait vraiment les grands politiques et qui fait la trempe des possibles présidents. Ces propos sont aux antipodes de ce qu'elle est, regrette par ailleurs un maire de droite. C'est ce grand écart, cet en même temps raté qui l'a fait échouer. Et oui, c'est intéressant parce qu'on a commencé par se questionner sur l'identité du président Macron, mais nous, on s'est posé beaucoup de questions sur celle de Valérie Pécresse, qui a eu son époque anti-mariage pour tous, qu'on a connue plus récemment comme l'image d'une droite libérale, européenne, progressiste, moderne, très très opposée à ce que représentait la ligne de Laurent Wauquiez, par exemple, et qui s'est beaucoup battue contre lui chez LR. Donc au fond, là, à ce moment-là, on a commencé à la considérer comme sinon macroniste, mais enfin très compatible avec lui. Et puis après, comme elle veut être candidate de LR, elle est forcée de tenir le discours qu'attend l'électeur des Républicains, qui est un discours assez radical sur les questions d'identité, d'immigration. Ça, c'est la primaire des Républicains où elle droitise complètement son discours. Puis arrive la campagne où il faut qu'elle brasse un peu plus large que ça, et donc on remet un coup dans l'autre sens. Et donc à la fin de la campagne, savoir de quoi Pécresse était le nom n'était pas une évidence. Est-ce qu'au fond, LR s'est trompé de candidat ? Vous revenez, après votre enquête dans Libération, sur les zones d'ombre entourant le recrutement de nouveaux adhérents avant le Congrès. Le vainqueur ne sera pas le meilleur, mais celui qui aura fait le plus de cartes. Ouais. Alors, je n'ose pas dire qui aurait dû gagner la primaire de droite. En revanche, c'est vrai que dans Libération, on a fait cette enquête et qui figure dans le livre pour montrer que la primaire des Républicains s'est faite sur des méthodes un peu curieuses. Donc, elle était ouverte aux adhérents de LR, donc ceux qui ont une carte. Donc, tous les candidats ont essayé de faire des cartes à fond pendant des mois. Donc, ils ont fait adhérer plein de monde, leurs amis, leurs sympathisants, leurs voisins, leurs familles, les amis de la famille, les voisins des amis. Donc, il y avait beaucoup de monde chez LR, y compris des gens qui s'intéressaient peu à la politique, qui n'avait rien à voir avec la droite parfois. Et voilà, alors il a beaucoup été question du chien, hein, Douglas, qui figurait dans le fichier des adhérents, mais nous avions aussi montré qu'il y avait beaucoup d'adhérents étrangers non francophones, d'origine asiatique, chinoise, qui ne connaissaient pas et qui ne s'intéressaient pas à la politique française, mais qui avaient rendu service en quelque sorte. Donc ce qu'on a dit, c'est vrai, c'est que la sincérité, la sécurité de ce scrutin n'étaient pas des évidences. Est-ce que l'avenir de LR est menacé ? Oui. Je le pense. C'est un parti qui va très mal, qui a fait un score historiquement bas à la présidentielle, qui se prépare à en faire un autre probablement assez mauvais aux législatives, même si ce sera peut-être moins pire, entre guillemets, que ce qui vient de se passer. Mais surtout,
Le sujet, c'est que c'est un parti qui est fait par des gens qui ne s'aiment plus. C'est un parti avec lequel, en toute logique, vous pourriez faire 2 ou 3 partis différents si on appliquait des critères un peu politiques, entre les modérés, les radicaux, ceux qui sont un peu entre les deux. Et ces C'était pas gens-là- déjà le cas à l'UMP, à l'époque de l'UMP? Alors oui, c'était le cas à l'UMP. C'était même le but, à la limite, de faire une grande force qui rassemble tout le monde plutôt que ces gens-là s'opposent entre eux. Mais en fait, ça peut marcher tant qu'à l'arrivée, vous avez l'espoir de gains électoraux. Ça veut dire, tant que vous dites on fait ça parce qu'à la fin, on gagne, on se partage des postes, des responsabilités, on exerce le pouvoir. Ça fait la colle entre tous ces gens-là, puisqu'ils disent à la sortie, il y a la récompense. Aujourd'hui, ces gens-là sont ensemble, ne s'aiment pas plus, mais ils ont en plus perdu la perspective des gains. Donc l'incitation à rester ensemble, elle a disparu. Donc c'est ça qui rend très compliqué de croire en l'avenir de LR aujourd'hui. Merci beaucoup Dominique Albertine d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec Charlotte Chaffonjon, Macron 2, les secrets d'une réélection. C'est passionnant et c'est à lire aux éditions de l'Archipel. À bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.